Bonjour à tous. Merci déjà de cette invitation, cette deuxième invitation. J'ai déjà invité à la 12e JAPA pour le cancer. Et effectivement, cette année sur la 13e JAPA. Donc un grand bravo pour l'organisation qui est vraiment tip-top. Et pour cette thématique, effectivement, qui nous intéresse tous aujourd'hui, donc l'innovation technologique dans l'enseignement des APA. Qu'est-ce que ça va engendrer? C'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir. Et pour donc aborder ce sujet déjà sur l'utilisation des innovations technologiques dans l'enseignement des APA, ce qui est important déjà, c'est peut-être de se positionner. Qu'est-ce que l'innovation aujourd'hui? Alors je vais sortir un petit peu de cette définition plutôt business et marketing. Je reviendrai surtout sur la thématique de l'innovation qui a été traitée par Bergson, qui est un philosophe. Donc Bergson développe l'idée d'une création permanente de nouveautés par la nature. Et la nature humaine, c'est bien un être, effectivement, qui est constamment insatisfait. C'est ce que Lacan appelle un manque à être. Et on passe toute notre vie à essayer de combler ce manque, donc à innover. Donc l'innovation, pour Bergson, c'est le processus qui permet de transformer une opportunité en une idée nouvelle et de mettre celle-ci en pratique. On va donc partir du constat de l'intérêt des innovations technologiques sur plutôt la sphère santé publique. Et je reviens sur l'évolution de l'homme qui effectivement, au fil du temps, là on n'est pas encore dans l'ère technologique, mais pour se nourrir, pour survivre, l'homme a évolué et on voit ici quand même de belles innovations entre le feu, les lances pour chasser, donc on voit vraiment notre ancêtre qui était cueilleur et qui est devenu chasseur. Voilà, donc ça c'est une évolution avec de belles innovations. Est-ce que vous êtes prêts à aller voir un petit peu l'innovation technologique sur cette évolution de l'homme? Oui. Alors on est parti. Voilà le drive. Aujourd'hui pour survivre, on prend un ordinateur, on se connecte et effectivement on commande notre nourriture, on est livré dans la voiture. On a même des applications pour trouver l'hypermarché le plus proche qui vous permet effectivement de perdre du temps. Et vous avez quasiment, si on peut un peu symboliser les choses, nos sacs qui sont carrément livrés dans la voiture. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant pour les gens qu'on appelle les j'ai pas le temps, et moi la première. Seulement sur la sphère santé publique, eh bien on vient de perdre 16 km par jour d'activité physique. Effectivement, là, on est sur une problématique de santé publique très importante, avec une véritable inquiétude, où effectivement, dans un environnement traditionnel, avec des ressources limitées, le niveau d'activité physique était très important, alors que dans l'ère moderne, pour la survie de l'homme, eh bien, effectivement, nous arrivons sur des comportements sédentaires qui sont graves. Aujourd'hui, effectivement, par foyer, c'est pas le nombre de vélos, c'est le nombre d'écrans. Et selon Médiamétrie, on est à 6,5 écrans par foyer aujourd'hui. Donc effectivement, ces comportements sédentaires ont un véritable impact sur la santé publique. Et donc on arrive effectivement sur ce que j'appelle la nouvelle patate canapé active, qui est véritablement nocive pour elle-même. Aujourd'hui, il est estimé 31% de personnes qui ne font pas de niveau suffisant d'activité physique. On le passe à 78% quand il s'agit de personnes qui sont handicapées, qui sont malades ou qui sont vieillissantes et qui augmentent naturellement leur autonomie, leur perte d'autonomie. Donc on se retrouve face à un véritable ouvrage qui est aujourd'hui bloqué par rapport au mouvement. Les développements d'innovation technologique au niveau de la santé, on se retrouve avec une médecine web 2.0, effectivement, où on va développer des cyberchondriaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a un petit bobo, on va déjà consulter Internet, voir ce qui s'y passe, et on va déjà chez le médecin avec des diagnostics déjà acquis, quasiment, avec souvent vraiment des diagnostics pires que ce que pourrait vous dire le médecin. Ça développe des comportements sédentaires, avec une perte de lien social, un maintien à domicile ambulatoire HAD qui est permis aussi grâce au confort maintenant de l'habitat, avec ce qu'on appelle la domotique. Et les progrès médicaux, effectivement, arrivent sur un vieillissement de la population. Donc, effectivement, tout ça, c'est pas très positif, effectivement, sur le développement de l'innovation technologique.
Donc les habitudes sédentaires se développent, donc effectivement diminution de la condition physique, avec des risques plus importants de mort précoce, risque de complications également, ce qu'on appelle le taux de comorbidité qui augmente largement, et une surconsommation de médicaments qui, en plus aujourd'hui au niveau du système de santé actuel, sont déremboursés. L'autre facteur qui est quand même assez important, c'est cet isolement qui est provoqué. Donc là, pas d'activité physique, et c'est quand même considérablement grave, un véritable fléau selon l'OMS, sur lequel il faut pouvoir agir. Alors voilà, nous nous retrouvons effectivement face à ce problème et les solutions sympathiques. La solution sympathique, c'est quoi? C'est santé, activité physique utilisant les technologies de l'information et de la communication. Trop fier de mon métier, effectivement, d'enseignement d'activité physique adaptée. On a essayé de chercher à plusieurs quelle action, quelle solution on pouvait trouver effectivement pour remettre les gens en mouvement. Donc on reprend ce rouage et on va essayer effectivement de travailler sur une nouvelle orientation pour faire tourner la roue de manière à ce que l'activité physique revienne. Et on va utiliser les nouvelles technologies avec une innovation incrémentale, disruptive, excusez-moi des mots, c'est-à-dire qu'on n'invente pas la technologie, on utilise les technologies existantes qui sont quand même nombreuses, la visioconférence, toutes les applications web, les capteurs physiologiques. On essaye aussi d'évaluer tout ce qu'on appelle vraiment des nouvelles solutions, qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire des besoins nouveaux au niveau social, notamment avec le système de santé qui change considérablement, l'hospitalisation à domicile, le maintien à domicile est une véritable problématique sur laquelle il faut répondre. Et on voit aussi beaucoup, et c'est comme ça aussi que l'idée est arrivée, sur ce qu'on appelle les pathologies de l'isolement. Quand on n'a pas de défense immunitaire, quand on a la mucoviscidose notamment avec des problèmes de bactéries qui peuvent être dangereuses, il faut trouver des solutions pour rompre cet isolement. Donc l'innovation sympathique, c'est quoi? C'est des solutions face à ces obstacles, essayer de trouver effectivement quels sont les objectifs pour l'individu et pouvoir y répondre. Utiliser la cause même de la sédentarité qui est les nouvelles technologies, donc là on vient de le voir, mais en y mettant beaucoup de ludique. Et de travailler aussi sur des interactions humaines. Le lien social est primordial, en tout cas, dans cette utilisation des nouvelles technologies. C'est ainsi qu'effectivement, on peut remettre du mouvement. Donc voilà, la roue est débloquée, et on peut voir aussi quelques solutions derrière sur cette solution sympathique. Quels que soient les objectifs, effectivement, avec les mêmes fondements d'une séance pédagogique, on peut effectuer des séances d'activité physique adaptée à distance, dans un service de proximité et dans une continuité d'intervention ou d'accompagnement pendant le parcours de soins. Donc si je reviens, effectivement, c'est une séance non pas côte à côte, mais face à face, avec les mêmes avantages, avec des capteurs physiologiques qui peuvent vous donner également une sécurité au niveau de la fréquence cardiaque, qui peut aussi vous aider à évaluer le niveau d'activité physique sur une fréquence cardiaque cible. Sécurité permanente, puisqu'il y a une interactivité directe avec le professionnel à part. Il y a aussi effectivement des échanges entre chaque pratiquant, puisque tout le monde se voit, tout le monde s'entend. Et donc le lien social est complètement préservé. On lève tous les freins à la pratique. J'ai pas le temps, je suis pas motivée, je ne veux pas le faire tout seul, je ne veux pas aller dans les salles de sport. Donc là, effectivement, la personne est chez elle, dans son environnement, et peut faire une activité physique sans aucun problème. C'est utilisable donc avec tous les médias, c'est-à-dire qu'aussi bien vous pouvez vous brancher avec votre smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur. Donc quels que soient les objectifs, on a toujours une réponse, et c'est un accompagnement au changement en apportant vraiment des réponses nouvelles, par des solutions originales, ayant effectivement un sens pour le pratiquant qui va favoriser l'accessibilité, le lien social, l'autonomisation. Donc nos offres sont vraiment diverses. Elles peuvent être dans un couloir d'hôpital, elles peuvent être dans une chambre, dans un lit, elles peuvent être également dans une chambre stérile, elles peuvent être à domicile de la personne, et elles peuvent même être également en voiture. C'est notre nouveau programme pour les entreprises, effectivement, de remettre les commerciaux dans une activité physique. Donc effectivement, quand on a
une activité physique à distance, il y a une problématique importante qu'il faut absolument résoudre, c'est la transmission. C'est-à-dire quand vous travaillez dans une institution, vous êtes dans un échange permanent avec l'équipe transdisciplinaire et on vous annonce effectivement les objectifs à atteindre avec chaque pratiquant. Mais à distance, cette information-là est compliquée, voire même inexistante. Donc il faut trouver des solutions pour effectivement avoir des transmissions d'une personne qui est chez elle avec un professionnel à part. Donc on a décidé, comme on est toujours fiers de notre métier, de mettre toutes nos compétences, c'est-à-dire notre pédagogie, notre sens de l'observation, notre sens de l'analyse, notre relation humaine et notre éthique, dans une plateforme qu'on appelle la première plateforme interactive innovante en activité physique adaptée et santé, avec un terme un peu plus marketing, c'est le premier centre, le premier APA-centre digital des thérapeutiques non médicamenteuses. Donc voilà, ça c'est le côté marketing. C'est quoi? C'est tout simplement les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être des professionnels APA qu'on a croisés avec l'état des connaissances scientifiques actuelles et dans une application web digitale qui nous permet effectivement d'accompagner de manière, d'avoir un accompagnement de proximité qui peut également se faire à distance. Sortie de cure, entre deux cures de chimiothérapie pour des personnes qui sont en soins palliatifs. Donc tout est effectivement fait pour améliorer le quotidien du patient dans l'activité physique. Donc à partir des objectifs spécifiés par les membres de l'équipe APA, donc on est 15 aujourd'hui, nous pouvons évaluer les programmes, les produits et les protocoles de recherche clinique interventionniste. Le médecin traitant, le médecin spécialiste peut effectivement, à travers cette plateforme, prescrire l'activité physique. C'est avant tout pour une question de sécurité, certes, mais c'est aussi pour nous donner les objectifs à atteindre, les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels qu'on va pouvoir mettre en place pour le sujet à distance. L'avantage, c'est que là, le prescripteur va prescrire effectivement l'activité physique, mais il va pouvoir aussi avoir au quotidien l'évolution du programme qui a été fait pour le patient, ou pour la personne en tout cas à domicile. Pour le professionnel APA, eh bien, effectivement, il va avoir son carnet de bord avec des cours en ligne. Il va pouvoir se connecter effectivement avec des patients à distance et puis pouvoir faire l'activité physique entre une demi-heure et une heure, voire plus parfois, et qui va vraiment permettre d'avoir un continuum, un recueil des données qui va être très efficace aussi après pour l'évaluation de tous nos programmes. Donc voilà, j'ai été un peu rapide parce que je pense que la meilleure des choses, c'est que vous avez quand même passé toute la journée, enfin toute la matinée assise, c'est de vous remettre en mouvement. Alors rassurez-vous, c'est pas moi qui vais vous faire tout. Nous avons connexion directe avec notre professionnel APA de l'hôpital du CHU de Montpellier. On n'aura pas de... Normalement, il y avait une adolescente qui devait être présente effectivement pour le cours de Gigi Dance. Vous allez le faire sans cette demoiselle qui est malheureusement alitée et qui ne pourra pas bouger. Je vais passer la main à Ghislain. Donc à noter quand même que ce programme d'activité physique à distance avec des enfants atteints de cancer a eu le prix d'innovation au congrès international d'ICEPS cette année. Donc voilà, on en est fiers et c'est grâce au super travail de Ghislain. Et je vous laisse en séance. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais, bonjour tout le monde. C'était bien, elle a bien parlé? Oui. Comme toujours. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on devait être plusieurs, donc il devait avoir Solène qui aurait dû être avec nous, mais elle est hospitalisée aujourd'hui, du coup, elle n'a pas pu la connecter. Donc voilà. Donc on sera que nous, donc vous tous et moi-même. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Est-ce qu'il y a des grands danseurs dans cette salle? Est-ce qu'il y en a qui aiment un peu bouger dans cette salle? Forcément. Non. Alors on arrête de discuter au premier rang là, comme ça. Et on regarde. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ça rapidement.
en 10 minutes maximum, on va se faire une petite choré, donc ce que j'appelle la Zumba adaptée. Donc c'est une petite choré de Zumba qu'on va pouvoir faire des massifs, ok? Donc moi je vais lever, je vais demander à ceux qui veulent se lever, qui peuvent se lever, de se lever. Et ceux qui peuvent rester assis, restent assis. On évite de donner des coups à ses voisins quand on fait la choré. On fait attention. On va réviser les petits gestes au départ. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, on va réviser des petits gestes au départ et après on mettra la musique et on fera la choré ensemble. Ok? On va tous se lever, ceux qui... Allez, on est parti. Pourquoi tu veux la débrancher? Ah. On va essayer. Les plus, ok. Alors, juste une petite chose. Moi, je vais... Écoutez. Quand je viens près de la caméra, il faut être attentif, c'est que j'ai une info importante à vous faire passer. Quand je m'éloigne, vous êtes attentif aux gestes et à la chorégraphie. Alors, juste une chose. Quand moi, il y a des moments où je vais me mettre de profil, vous ne le faites pas. C'est pour vous montrer comment il faut se placer, ok, sur la petite choré. Donc, ne vous mettez pas de profil quand je le mets. C'est tout. Le reste, après, vous faites. Ça marche? Alors, on va voir si vous savez, si vous allez tout faire. Alors, est-ce que vous allez faire ça? Allez, on fait tout. De l'autre côté, on met. Exact. Bon, ça c'est facile. Ok. Est-ce que vous allez faire ça? Les petits pas. Alors, vous pouvez mettre ça, voilà. On fait une mémoire avec moi. Très bien. Ok. Est-ce que vous allez faire ça? Imaginez que vous êtes dans l'église. Par exemple, vous êtes dans l'église. Ok. Super. Est-ce que vous savez faire ça? On tire. On nous dit qu'on fait sonner les cloches de l'église. Ok. Super. Est-ce que vous allez faire ça? Allez, on y va. On va continuer à regarder le geste qui est très grand. Ok. On réalise qu'on a une grande bouche. Une grande bouche magique pour être plus fort en ça. Ok. Tac, tac. Ensuite, est-ce que vous allez descendre? Allez, on descend comme ça. Dernière chose, vous savez jouer les manettes, les garçons, vous savez rouler des mécaniques. Allez, un petit peu. Voilà. Super. Alors, roulez les mécaniques. Super. Et le secours. Allez, on commence le secours. Voilà, vous avez continué les différentes choses. Maintenant, on va mettre la musique, on va faire tout en musique. Donc, vous faites la même chose. Ça marche? Allez, on sort. Allez, on écoute. Allez. Oh. Allez, c'est parti, les collègues. Encore. Ah ouais, je sais. C'est pas choisi. Allez. Et avec ça, encore une fois. Allez.
ça vous a plu. Bon, ben, ultime félicitations, vous avez été très beau, hein, vous avez appris rapidement quand même. Pas trop attentif, ça va, vous n'avez pas trop transpiré? Ça va? Bon. Ok. Bon, voilà, vous avez un petit exemple de ce que ça peut être. Allez, je vais vous laisser la parole à M. Alexandre. Pour la ligne. Au revoir tout le monde. Au revoir. Oui, donc du coup, on va garder Gislain avec nous quand même sur les questions-réponses. On va profiter que le son soit bien pour, si vous avez des questions directement, soit à ligne sur vraiment le système de visio et tout, ou soit vraiment à Gislain sur tout ce qui est pédagogie et tout. Je pense que vous avez trouvé qu'il était doué là-dedans. N'hésitez pas, Florian, toujours au top. Est-ce que vous avez des questions du coup? Pareil, à poser à Gislain ou à Aline directement. Oui, Flo, s'il te plaît. Madame Boursier. Bonjour, merci Gislain pour ce PEPS qui nous a fait tous du bien. Là, on pensait peut-être après la pause café se reposer, mais non, c'est super. Ma question, est-ce qu'il est possible que tu prennes plusieurs patients en même temps? Et si oui, quels sont tes critères d'inclusion? On parlait tout à l'heure de l'importance de créer du lien social. Hein. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que je pense qu'on pouvait avoir plusieurs personnes, mais comment est-ce que tu les mets ensemble si tu leur fais faire les mêmes mouvements et comment tu adaptes à chacun d'entre eux? Je vais te répondre là. On peut aller effectivement jusque... Alors, la visio, c'est 100 personnes. On peut connecter 100 personnes en même temps. Aujourd'hui, c'est possible. Sauf qu'on est sur quand même une observation du corps. Et on a limité, nous, notre séparation d'écran, parce qu'en fait, plus tu as de monde, plus l'écran est séparé. On va jusque 6 sur des activités de techniques de relaxation. Donc ça peut être yoga, pilates, enfin tout ça. Et jusque 4 pour des activités de renforcement musculaire ou cardio-training. Donc, ce qui nous permet effectivement, en plus avec les capteurs qui sont associés, à avoir vraiment une sécurité maximum de la fréquence cardiaque, du degré de fatigue, de la récupération, et en même temps une bonne visibilité au niveau de l'observation. Et tout le monde se voit, tout le monde s'entend. On peut travailler beaucoup dans le transgénérationnel aussi, ça marche bien. Des personnes qui ont un cancer par exemple, ou qui font des activités avec leurs petits-enfants qui sont éloignés. Donc voilà, c'est là où on remet de la cohésion sociale et du lien social pour des personnes effectivement qui ne se voient pas, qui sont un peu séparées dans toute la France. Et ça marche bien. Donc voilà, transgénérationnel, ou alors des activités physiques, après c'est la pédale différenciée, même si effectivement le niveau n'est pas le même, c'est comme dans un groupe, hein, on adapte exactement la séance de la même manière, avec des degrés, des niveaux et des variabilités donc de quantité ou de qualité d'exercice. Donc vraiment au niveau pédagogique, je pense qu'il faut des compétences pédagogiques plus importantes en visio que concrètement avec les personnes en face à face, en côte à côte. C'est vrai que là, on est toujours dans l'échange, il faut se positionner pour montrer aussi les exercices. Là, il faut vraiment des capacités pédagogiques vraiment très importantes. Oui. Oui, merci, c'était très intéressant parce que bon, on voit comment quand même il y a du lien entre un animateur et puis les gens qui sont derrière. Mais je me posais la question, est-ce que vous avez réfléchi à mettre derrière, et ça me semble possible, des groupes de parole, c'est-à-dire des possibilités pour les personnes à la fois d'exprimer ce qu'elles ont ressenti ou leurs difficultés et de partager en groupe ce vécu et peut-être même les progrès des uns et des autres. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit, aujourd'hui on travaille vraiment sur l'apacenteur digital de thérapeutique non médicamenteuse. Et dans ces thérapeutiques non médicamenteuses, on peut aussi bien associer la nutritionniste, on peut associer les kinés, on peut associer aussi la socio-esthéticienne qui va regarder effectivement le visage de la personne pour la conseiller au niveau d'un maquillage, d'un choix de perruque. Il peut y avoir des cours de cuisine en visio. Donc vraiment cet apacenteur et l'univers, effectivement, on a des psychologues qui font des cours de mindfulness, on a des groupes de parents qui peuvent effectivement être faits.
Nous, on les met en place, on va les mettre en place pour nos pédagogues, parce qu'effectivement, ils vivent aussi au quotidien, on a quand même des publics, le cancer pancréas, des enfants atteints de cancer, on a quand même des patients qui décèdent, donc on met en place ça. C'est pas tout à fait. Donc là, moi, je suis très content d'entendre, parce que ça me semble être quelque chose de fondamental qui est derrière, comment dirais-je, pour les animateurs, des groupes de régulation. Ça, c'est absolument indispensable, à la fois parce que ça les aide à travailler, et je le dis également aux étudiants qui s'installent, il ne faut jamais être seul, il faut toujours avoir un régulateur derrière, même si on se met à plusieurs pour pouvoir parler de son travail, ça me paraît absolument fondamental. Mais moi j'avais l'habitude de dire que, en fin de compte, l'activité physique, si elle n'était que de l'activité physique, c'était de l'activation, c'était de la gesticulation. Et que ça n'avait pas d'impact important au niveau psychique. Et pour qu'il y ait un impact au niveau psychique, il faut passer, en fin de compte, du travail corporel à ce que les psychologues appellent un travail de mentalisation. Bon. Et c'est ce travail, ce passage de l'un à l'autre qui faisait que véritablement, ça mentalisait, ça percutait, ça permettait au sujet de prendre conscience de ce qu'il avait vécu, de ce que les autres vivaient, etc. Et c'est pour ça que je me posais la question, parce que ça me semble être possible, justement, au travers de cet échange, là, après, garder 5 minutes ou 10 minutes avec le groupe, pour que chacun puisse dire « Ah ben ça, cet exercice m'a plu, ça, j'ai ressenti ceci, là, je me suis senti faire des progrès. » Ou quand quelqu'un dit « Bah là, j'ai pas suivi », que l'autre puisse dire aussi « Ben, moi, ça a été dur, et puis j'ai fait comme ça. » Voilà. Et je pense que c'est peut-être, mais c'est le côté du psychologue, c'est peut-être quelque chose qui peut se rajouter et apporter une dimension complémentaire, à la fois dans le lien. On ne va pas en dire, mais n'oublions pas, là, quand on le disait, l'être humain c'est un être de parole. Et là où une parole ne s'exprime pas, il y a quelque chose qui manque. D'accord ? Et à mon avis, on peut là, au travers d'échanges, 10 minutes, 5 minutes, mais à mon avis, c'est un travail peut-être auquel il faudrait... On y pense déjà, parce que c'est mon sujet de thèse, c'est exactement celui-là, c'est les relations transférentielles dans la relation pédagogique, donc en considérant qu'effectivement l'espace d'activité physique est un espace transitionnel, donc où quelque chose se joue entre l'apprenant et l'enseignant. Donc on est vraiment sur ces problématiques d'échange, de l'acte de parole, et ma maître Françoise Labridi m'a vraiment appris ça, et voilà. Donc on est vraiment sur cette problématique aussi. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Si j'ai bien compris, ce genre de travail, c'est pour les personnes qui sont hospitalisées. Non, enfin, on peut intervenir avec des personnes en chambre isolée, en chambre stérile par cet outil-là, mais c'est surtout aussi pour l'accompagnement en dehors d'une institution. C'est-à-dire qu'une fois que la personne sort d'une institution, d'un centre de rééducation, on n'est pas, on ne sort pas beaucoup, mais en tout cas entre une hospitalisation ou un centre de rééducation, on fait cet accompagnement à distance pour continuer vraiment l'activité physique. D'accord, mais le retour à la vie sociale, quand on sort de l'hospitalisation, le fait de retourner dans une association sportive, dans des centres d'entraînement, enfin, quel que soit le type de lieu, est-ce que vous avez évalué ça? C'est-à-dire, est-ce que la personne continue à pratiquer à travers la plateforme ou est-ce qu'elle revient dans une vie sociale? Alors pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul, puisque ça fait 2 ans qu'on expérimente ce travail. On n'a pas suffisamment de recul. En tout cas, nous, notre conviction et notre objectif, c'est juste un accompagnement pendant le temps, effectivement, où la personne sans défense immunitaire pendant un temps ne peut pas aller vers des associations ou des clubs.
Notre objectif, c'est de faire un réseau, un maillage, effectivement, pour orienter à la suite de la localisation de la personne ou des centres qui seront partenaires, de les orienter vers une vie sportive, entre guillemets, normale. Voilà, parce qu'on aurait même pu faire cette conférence, chacun devant son écran, et Tout à fait. on n'aurait pas eu le plaisir de boire un café ensemble ou de manger un petit croissant. Tout à fait. Il en reste avec les amis. Ça reste tout à fait des limites, effectivement. L'odeur, le toucher, effectivement, il y a des sens qui ne sont pas mis en action. Par contre, il y a des pathologies, je prends le cas de la mucoviscidose, ou des personnes qui ont un cancer, qui n'ont pas de défense immunitaire, qui ne peuvent pas être là avec nous. Et c'est pour ces personnes qu'on a créé cet outil-là. Après, il y a eu effectivement une augmentation des cibles qu'on n'avait pas imaginées au départ, notamment dans les entreprises où ils font appel à nous par rapport à nos compétences de travailler dans des petits espaces. Mais c'est quelque chose qui n'était pas au départ envisageable pour nous. Mais après, c'est l'offre du marché. D'autres questions? Les questions vont pouvoir être abordées sur la table ronde qui va suivre. Donc peut-être garder. Il y en avait une? Dernière, alors? Oui, bonjour. Question très courte, juste un peu matérielle pour un peu mettre les pieds dans le plat. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur la prise en charge des personnes qui sortent d'institution pour les mobiliser après. Je voulais savoir très simplement combien ça coûte, qui paye et la réelle plus-value d'une forme de prise en charge d'APA grâce aux nouvelles technologies. Quelle est la plus-value qu'apporte cette technologie-là par rapport à une prise en charge qui pourrait être plus traditionnelle et plus classique en activité physique adaptée, c'est-à-dire dans un lieu, dans une asso, voilà. Plus-value au niveau financier uniquement ou tout? Je sais pas, déjà, de manière globale. On va déjà répondre par l'intérêt d'un accompagnement, c'est-à-dire que effectivement, nous ce qu'on voit avant tout, c'est pouvoir suivre et accompagner la personne sur du long cours, donc vraiment un suivi important, en l'aidant en tout cas à changer de comportement et d'aller plus facilement vers l'activité physique après à l'extérieur, puisque ça reste notre objectif. Sur le côté effectivement financier, entre un déplacement à domicile et un cours en visio, c'est clair que là il n'y a pas photo au niveau financier, on a des séances qui peuvent aller jusqu'à 5 €. Donc pour Rata, alors après c'est vrai que les prix sont très différents en fonction de la personne. On peut aller sur des cours à domicile entre 40 et 70 voire 80 €, voire même 100 € si on va sur une ville parisienne. C'est sûr qu'à côté de ça, ça fait des séances, s'il y a du collectif, jusqu'à 5 €. Donc ça permet effectivement de faire peut-être plus de séances. Voilà. Et pour répondre à la dernière question, je ne parlais plus. Non mais en gros c'était Voilà, c'est au niveau économique effectivement, et donc on est vraiment sur du B2B, alors c'est-à-dire que c'est les institutions aujourd'hui qui nous payent les heures pour des publics particuliers. Donc on a l'association Vaincre la Muco, la Ligue contre le cancer qui sont nos partenaires aujourd'hui, qui nous donnent un financement pour un nombre de patients, un nombre d'heures. Et aujourd'hui, le pratiquant ne paye rien. Alors c'est pas forcément très bien, puisqu'on a des personnes qui estiment que comme elles ne payent rien, on n'a pas besoin de prévenir qu'on ne vient pas à la séance, on n'a pas besoin de faire certaines choses qui sont de manière plutôt respectueuse d'une séance dans laquelle on ne vient pas. Donc le fait d'investir un petit peu le pratiquant à 1 ou 2 € peut être aussi un élément important pour permettre effectivement ce genre de choses. Voilà. Merci. Je pense qu'on va clôturer cette conférence.